Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver. Finalement, vous êtes revenus. Alors, je vous avais quand même prévenu, je crois que aujourd'hui, ça allait être plus dur. Donc, j'espère que vous êtes en forme. Alors là, je rappelle quelques noms et photos de ceux qui ont été les constructeurs ou les inventeurs du formalisme quantique auquel on va consacrer cette séance. La question aujourd'hui, c'est d'essayer de comprendre pourquoi les quantas, qu'il s'agisse de lumière ou de matière, ont des comportements aussi étranges. Et finalement, ceux qui vont inventer le formalisme mathématique permettant de rendre compte de leur comportement, ce sont pour l'essentiel, et même s'il y a quelques oublis dans ce tableau, Max Born, qu'il a représenté à un âge plus élevé que l'âge qu'il avait lorsqu'il a fait ses travaux les plus décisifs, Erwin Schrödinger, Louis Le Breuil, Wolfgang Pauli, Werner Heisenberg, Georges Gamow, Paul Dirac, et puis quelques autres que je n'ai pas représentés, mais dont les noms sont peut-être un peu moins connus. Donc, je rappelle que la dernière fois, on avait expliqué comment l'introduction du concept de quantum, ou de quanta de lumière, qui avait été avancé par Max Planck en 1900, a permis de comprendre pourquoi un corps qu'on chauffe ne contient pas une énergie infinie, ce qui était la prédiction faite par la physique classique. On a vu comment cette hypothèse des quantas permet d'empêcher que des modes de fréquence d'énergie trop élevés soient alimentés en énergie et donc conduisent à une explosion par accumulation d'énergie dans un corps noir. Alors, je vous avais expliqué ensuite que Einstein avait repris cette idée de Planck. Il l'avait même prise au sérieux beaucoup plus que Planck lui-même. Planck avait en quelque sorte quantifié des échanges d'énergie entre la lumière et la matière. Et Einstein, dans son article sur l'effet photoélectrique en 1905, lui, il dit que non seulement les échanges d'énergie sont quantifiés, mais l'énergie elle-même est quantifiée. C'est-à-dire qu'une lumière monochromatique, donc de fréquence fixe, disons nue, est elle-même structurée en paquets d'énergie H nu. Et donc cette organisation, si on peut dire, de la lumière préexiste à tous les échanges qu'elle peut avoir avec la matière. Et lorsqu'il écrit cela, Einstein est conscient d'une chose, il en parle d'ailleurs dans l'article, c'est que si on fait l'hypothèse, comme il le fait dans cet article de 1905, que la lumière est corpusculaire, puisqu'elle est constituée d'entités d'énergie bien définies, alors on ne comprend plus qu'elle puisse donner lieu à des interférences. Et donc, il met le doigt sur ce qui va devenir une énorme contradiction. La physique classique, notamment l'électromagnétisme, décrit la lumière comme un phénomène ondulatoire. Et Einstein, avec ses quantas de lumière, vient expliquer que la lumière a une structure corpusculaire. Et c'est en contradiction avec l'observation des interférences lumineuses. Donc Einstein dit, voilà, je conçois bien que ma nouvelle hypothèse ne permet pas de comprendre le phénomène d'interférence, mais je n'ai pas d'autre choix que celui-là si je veux comprendre l'effet photoélectrique. Alors l'effet photoélectrique, il a été découvert par Hertz dans les années 1860, je crois. C'est l'idée que, enfin c'est pas l'idée, c'est le phénomène par lequel, lorsqu'on envoie de la lumière sur un métal, eh bien ça peut provoquer l'apparition d'un courant électrique. Autrement dit, la lumière provoque la mise en mouvement d'électrons dans la matière. D'où le terme effet photo-lumière électrique. On met en mouvement des électrons. Et ce phénomène était donc assez bien connu. Et puis en 1902, un physicien qui s'appelle Lennart a caractérisé l'effet photoélectrique d'une façon plus précise que ce qu'on avait pu faire auparavant. Et il a montré qu'il y avait un effet de seuil. C'est-à-dire que ça ne marche pas pour toutes les lumières. Quand par exemple vous envoyez de la lumière rouge sur un métal, il n'y a pas d'effet photoélectrique. Même si l'intensité de cette lumière est très grande. Vous pouvez prendre une source de lumière rouge extrêmement intense, ça ne déplace pas les électrons dans la matière. En revanche, si vous prenez une source de lumière bleue, ça fonctionne. Or ça, l'interprétation classique de la lumière ne permettait pas d'en rendre compte. Parce que du point de vue des équations de Maxwell, donc de la physique classique, le rouge et le bleu c'est pareil. Je veux dire, c'est avec la fréquence qui change, mais
la description qu'on fait de l'onde en question est semblable. Et Lennart expérimentalement montre qu'il y a une sorte d'effet de seuil. Et c'est cet effet de seuil qu'Einstein explique avec son hypothèse des quantas de lumière. Un quantum de lumière bleue contient plus d'énergie qu'un quantum de lumière rouge, parce que la fréquence du bleu est plus grande que la fréquence du rouge. Et comme la lumière est structurée par de tels paquets, si l'électron reçoit un quantum de lumière bleue, il reçoit suffisamment d'énergie pour quitter son atome d'origine et être mis en mouvement, alors que s'il reçoit un quantum de lumière rouge, eh bien l'énergie reçue n'est pas suffisante pour qu'il puisse s'extraire de son atome et être mis en mouvement. Donc c'est cet effet de seuil que Einstein explique avec son hypothèse des quantas de lumière. Et évidemment, il y a un problème qui reste entier, c'est comment comprendre les interférences lumineuses. Alors là, j'ai représenté une interférence entre deux ondes lumineuses qu'on appelle des ondes planes. Donc c'est des ondes qui sont très bien organisées. Vous voyez, les fronts d'ondes sont parfaitement parallèles. Ce sont des sortes de lignes droites. Vous avez donc une onde qui arrive comme ça, une onde qui arrive comme ça, et il y a une zone dans laquelle elles interfèrent. C'est-à-dire que les endroits où l'amplitude de l'onde est positive peuvent s'ajouter aux amplitudes positives de la deuxième onde, et puis il y a d'autres endroits où l'onde a une amplitude positive s'ajoute à des endroits où l'amplitude de l'autre onde est négative, de sorte que la somme des deux fait 0. Donc vous avez des zones plus intenses, c'est les zones noires ici, et puis des zones dans lesquelles l'amplitude lumineuse est nulle, c'est les zones blanches. C'est ça qu'on appelle le phénomène d'interférence. Et en fait, l'expérience qui avait permis de découvrir ces interférences lumineuses, c'est celle que je rappelle ici, l'expérience des fentes de Young. Donc vous avez ici une source de lumière qui envoie des ondes qui sont sphériques, donc les arcs de cercle ici traduisent les endroits où les amplitudes à un instant donné sont les mêmes. Vous envoyez cette lumière sur une plaque sur laquelle on a percé deux petites fentes. Donc il y a une partie de la lumière qui passe par la première fente et qui fait ce système d'ondes, une autre partie de la lumière qui passe par la deuxième fente qui fait ce système d'ondes, et dans la zone où les deux ondes se recouvrent, il y a des interférences qui font que si on met une plaque photo ici, à certains endroits on a de la lumière qui se dépose, ça fait ce qu'on appelle des franges de lumière, et puis à d'autres endroits on a des franges sombres dans lesquelles ou sur lesquelles la lumière ne peut pas aller. Et c'est la découverte de ces interférences qui a convaincu les physiciens au début du XIXe siècle, qui a fini par les convaincre, parce qu'il y a un débat assez intense, que la lumière avait une structure ondulatoire. Alors maintenant, si la lumière n'est plus une onde, mais faite de corpuscules de lumière, eh bien, on ne doit pas avoir d'interférence. Un corpuscule de lumière, il passe soit par la première fente, soit par la deuxième, soit il passe pas du tout parce qu'il bute sur la plaque qui est ici. Et quand on regarde ce qui se dépose ici, on ne voit pas d'interférence, on voit une courbe à peu près continue, régulière. Il y a des zones où les corpuscules ont tendance à se déposer, c'est ceux qui sont dans le prolongement de l'un ou l'autre des deux trous, mais on n'a pas cette courbe d'interférence caractéristique des phénomènes ondulatoires. Alors, qu'est-ce qui se passe si on fait cette même expérience des fentes de Young avec des électrons? Eh bien, avec des électrons, donc le dispositif c'est ça, on a une source d'électrons, on a deux fentes, enfin on a deux passages possibles pour les électrons, et puis ici on a un détecteur qui permet de mesurer la position sur laquelle viennent se déposer des électrons. Alors voilà ce qui se passe au début. Au début, vous voyez que vous avez un petit nombre de tâches qui montrent donc des électrons qui se déposent sur la plaque photo de façon ponctuelle. Donc quand vous voyez ça, vous dites finalement les électrons sont bien des petites billes. Parce que l'impression qu'il laisse sur la plaque est une impression qui est localisée dans une zone très petite qui traduit donc un comportement corpusculaire. Et puis vous attendez, d'autres électrons se déposent et vous avez l'impression qu'ils se déposent à peu près partout, comme le feraient des petites billes. Et puis quand le temps de l'expérience devient très grand, eh bien vous voyez que les électrons en fait ne se déposent pas de façon quelconque. Ils ont tendance à se répartir sur certaines franges et à éviter d'autres franges qui séparent les franges où leur arrivée est possible. Donc on voit apparaître petit à petit des interférences. Alors que, en l'occurrence,
les électrons ne sont envoyés qu'un à la fois. D'accord, donc on ne peut pas imaginer qu'il y ait des collisions entre eux, des interactions entre eux. Il n'y a qu'un électron qui est envoyé à la fois dans le dispositif expérimental. Et ils ont un comportement qui semble être très ambigu. Leur impact est corpusculaire, et inviterait à dire que les électrons sont des corpuscules. Et en fait, ils ont un comportement ondulatoire, puisqu'il y a certaines zones qui sont interdites et d'autres qui sont autorisées. Et par exemple, si vous prenez cette position-là, cette position qui est entre deux fentes qui ont l'air d'être possibles, là, les électrons ne peuvent pas arriver ici. D'accord ? Ça veut dire que si vous n'ouvrez qu'une des deux fentes, par exemple, vous fermez celle-ci et la deuxième est ouverte, eh bien, cette position-là sera possible pour l'électron. Si maintenant vous ouvrez les deux fentes en même temps, vous donnez à l'électron deux chemins possibles pour arriver à cet endroit. Donc il devrait y en avoir plus. Le fait d'ouvrir la deuxième fente l'empêche d'arriver à un endroit où il pouvait arriver quand une seule des deux fentes était ouverte. Ça, c'est un truc de fou. Parce que si l'électron est un corpuscule, donc imaginez une petite bille, quand il arrive ici ou dans n'importe quel point de la plaque photo, soit il est passé à gauche, soit il est passé à droite. S'il est passé à gauche, que la fente de droite soit ouverte ou fermée n'a aucune importance. S'il est passé à droite, le fait que la fente de gauche soit ouverte ou fermée n'a aucune importance. Et on voit que ce raisonnement conduit à une contradiction, parce que lorsqu'on ouvre les deux fentes, l'endroit où l'électron pouvait aller lorsque l'une seule des deux fentes est ouverte devient inaccessible. On lui donne deux chemins possibles pour aller à un endroit donné, on multiplie les chances qu'il y arrive en quelque sorte, et cette ouverture des deux chemins possibles l'empêche d'aller là où un seul chemin lui permettait d'aller. Voilà le problème à résoudre, et le problème va être résolu dans les années 25 par les physiciens que je vous ai présentés tout à l'heure. Alors, avant de vous expliquer comment ils ont procédé, je voudrais vous présenter ce qu'on appelle le critère quantique, c'est-à-dire finalement quand est-ce qu'on fait de la physique quantique et quand est-ce qu'on n'en fait pas. Ou plus exactement, quand est-il nécessaire, quand on a affaire à un problème physique, d'utiliser la physique quantique, et quand peut-on se contenter de la physique classique. Alors le critère, il est le suivant. Quand on a un système physique, on peut le caractériser par une action. Une action, c'est une grandeur physique qui se mesure par le produit d'une énergie par un temps. Donc c'est des joules, l'énergie, multipliée par un temps, c'est-à-dire des secondes. Donc c'est une grandeur qui s'exprime en joules multipliées par des secondes. Et quand vous avez un système physique, vous pouvez caractériser ce système par son action typique. Vous prenez une énergie typique du système, une durée typique du système, vous faites le produit des deux, et ça vous donne l'action du système. Alors si vous aimez faire des calculs dimensionnels, vous verrez que le produit d'une énergie par un temps, c'est la même chose que le produit d'une longueur par une quantité de mouvement. Quantité de mouvement, c'est la masse multipliée par la vitesse, ce qu'on appelle l'impulsion. D'accord, ça a une certaine ça se mesure par une certaine unité physique, c'est des masses multipliées par des vitesses. Eh bien, des masses multipliées par des vitesses, multipliées par des longueurs, ça fait quelque chose qui est exprimable en joules multipliées par des secondes. Donc l'action d'un système, c'est une énergie typique multipliée par une durée typique du système, mais c'est aussi une impulsion typique du système multipliée par une longueur typique du système. Vous pouvez jouer sur plusieurs paramètres pour construire une action. D'accord ? Eh bien, le critère quantique grossier qu'on peut avancer, c'est que lorsque l'action du système est de l'ordre de la constante de Planck, qui elle aussi a la dimension d'une action, c'est des joules secondes, la constante de Planck, eh bien, la physique quantique est nécessaire. C'est-à-dire la physique classique est en pleine déroute. Vous ne pouvez pas l'utiliser, ou si vous l'utilisez, elle conduit à des résultats faux. En revanche, si l'action du système est très grande devant la constante de Planck,
vous pouvez vous contenter de la physique classique. Alors pour que ce critère soit opératoire, il faut évidemment donner la valeur de la constante de Planck. Donc la valeur que j'ai indiquée ici, c'est h bar, on ne voit pas très bien la barre, je m'en excuse. C'est une notation qui a été inventée par Dirac. La constante de Planck, c'est h, et très souvent elle intervient dans les calculs comme étant divisée par 2π. Donc on voit dans les calculs h divisé par 2π. Et Dirac, qui n'aimait pas écrire trop de lettres, avait proposé cette notation h bar, donc un h barré. Il écrivait ça au lieu d'écrire h sur 2π à chaque fois, donc c'est ce qu'on appelle h bar. Et la valeur de h bar, c'est 1,05 10 puissance moins 34 joules seconde. Donc h, c'est cette grandeur multipliée par 2π, je vous laisse faire le calcul. Et bien quand l'action du système est de l'ordre de h, vous faites de la physique quantique. Quand l'action du système est très grande devant h, vous faites de la physique classique. Quand je dis très grand, c'est par rapport à h, c'est vraiment très très grand par rapport à h. En fait, la frontière précise entre le monde quantique et le monde classique est encore un sujet de discussion. Alors on va prendre quelques exemples pour voir quels sont les objets qu'on peut traiter avec la physique classique et lesquels on ne peut pas traiter avec la physique classique. Alors je prends une montre, notamment une aiguille. Une aiguille, ça a une largeur d'à peu près 0,1 mm. Ça a une masse de 0,1 g. Et la durée caractéristique d'une montre ou d'une trotteuse, c'est la trotteuse qui m'intéresse ici, vous êtes d'accord que c'est la seconde. Et bien à partir de ces trois grandeurs, la largeur, la masse et une durée caractéristique, je veux fabriquer une action, donc une grandeur qui a les dimensions requises, c'est-à-dire qui est l'équivalent d'une quantité d'énergie multipliée par une durée caractéristique. On peut construire cette grandeur comme étant le produit de la masse par le carré de la largeur divisé par la durée caractéristique. Ça, c'est bien la dimension d'une action. Et quand vous faites l'application numérique à partir des grandeurs que j'ai prises ici, vous trouvez 10 puissance 22 fois la constante de Planck. D'accord ? C'est-à-dire qu'une montre est un objet classique. Vous pouvez étudier le comportement, la dynamique d'une montre sans du tout avoir besoin d'utiliser la mécanique quantique. Maintenant, si je prends une antenne de radio, on va prendre une antenne typique de puissance 1 kW, je prends une fréquence qui est 1 MHz, bon, c'est des grandeurs typiques, c'est des fréquences radio, disons, et bien on peut définir une action qui est en fait la puissance divisée par le carré de la fréquence. La fréquence, elle est liée, la pulsation plus exactement, elle est liée à la fréquence, et quand vous faites l'application numérique, vous trouvez 3 10 puissance 23 fois la constante de Planck. D'accord ? Donc une antenne radio a une action beaucoup plus grande que la constante de Planck. Donc on peut faire de la radio sans se préoccuper de mécanique quantique. D'ailleurs la radio a fonctionné sans qu'on ait besoin de recourir au principe de la physique quantique. Maintenant on va prendre des choses un peu plus intéressantes pour nous, en tout cas pour ce cours. On va prendre l'atome, on va même prendre l'atome le plus simple, c'est-à-dire l'atome d'hydrogène. L'atome d'hydrogène, il est constitué, comme on l'a vu, d'un proton, c'est son noyau, autour duquel tourne un électron. Alors, il faut trouver des grandeurs caractéristiques de cet atome d'hydrogène. On va prendre comme grandeur ce qu'on appelle l'énergie d'ionisation. C'est-à-dire, c'est l'énergie qu'il faut donner à l'électron de l'atome pour qu'il quitte l'atome. Donc, l'électron est là, vous lui communiquez de l'énergie, et s'il est dans l'état de plus basse énergie dans l'atome d'hydrogène, il faut lui donner une énergie de 13,6 électronvolts. Ça, c'est l'unité d'énergie qu'on utilise quand on fait de la physique atomique. Et il va récupérer cette énergie, et ça va lui permettre de quitter le noyau auquel il était attaché. On va donc fabriquer un ion hydrogène, donc un proton tout seul, et l'électron, lui, va partir. L'atome aura été ionisé. Donc l'énergie caractéristique de l'atome d'hydrogène, ou de l'électron dans l'atome d'hydrogène plutôt, c'est 13,6 électronvolts qu'on peut convertir en joules. Et ça correspond à une fréquence maximale, une fréquence dans le spectre qui vaut ceci. Bon, et quand vous faites le calcul, l'action c'est le produit d'une énergie par un temps, le temps caractéristique c'est l'inverse de la pulsation, et quand vous faites le calcul, vous tombez pile sur h bar, donc sur la constante de Planck. Donc l'action caractéristique de l'atome d'hydrogène, c'est la constante de Planck.
Donc il est exclu de pouvoir étudier l'atome sans recourir à la physique quantique. Maintenant, on va prendre un système encore plus petit que l'atome, qui est le noyau de l'atome. Donc, l'énergie de liaison d'un nucléon, donc d'un proton ou d'un neutron dans un noyau, c'est à peu près 8 millions d'électronvolts. On doit que c'est beaucoup plus que l'énergie de liaison d'un électron dans l'atome, c'est 1 million de fois plus, typiquement. On peut le convertir en joules, cette quantité d'énergie. D'accord ? La dimension d'un noyau, c'est ce qu'on appelle le Fermi, typiquement, donc c'est 10 puissance moins 15 mètres, c'est 1 millionième de milliardième de mètre. C'est donc en gros 100 000 fois plus petit que l'atome lui-même. Le noyau dans l'atome d'hydrogène a une dimension qui est en gros 100 000 fois plus petite que l'atome d'hydrogène lui-même, quand on met l'électron autour du noyau. D'accord ? La masse, c'est celle-ci. Et on peut définir une action qui a la bonne dimension, comme toujours. Et là encore, vous allez tomber pile sur la constante de Planck, avec les grandeurs que j'ai choisies là. Et ce qui veut dire que le noyau, comme l'atome, est un objet physique que vous ne pouvez pas espérer décrire sans recourir à la mécanique quantique. Donc si on prend les exemples que je viens de présenter, on a l'impression que la mécanique quantique s'applique au monde de l'infiniment petit, comme on dit, c'est-à-dire à l'atome et à tout ce qui est plus petit que l'atome, les particules. C'est vrai, mais, comme on le verra peut-être, il y a des systèmes macroscopiques qui sont quantiques. Par exemple, de l'hélium superfluide. 1 litre d'hélium superfluide, c'est quelque chose de macroscopique, et c'est complètement quantique. De la lumière laser, c'est quelque chose qu'on observe à l'échelle macroscopique, et c'est quantique. Donc, c'est plutôt ce critère-là qui sert à distinguer le domaine de validité de la physique quantique du domaine de validité de la mécanique classique. Mais en gros, quand on va aller vite, on dit que la physique quantique s'applique à l'échelle des atomes, des molécules et des particules. La physique classique s'applique plutôt aux objets macroscopiques. Alors maintenant, quelle est la grande percée théorique des années 20 ? C'est que, comme on l'a vu avec l'exemple des interférences de tout à l'heure, un objet quantique, c'est-à-dire par exemple un électron ou un photon, ce ne sont pas des corpuscules, parce que si c'était des corpuscules, il n'y aurait pas d'interférence. Ce ne sont pas non plus des ondes, parce que si c'était des ondes, l'impact sur une plaque photo ne serait pas un impact ponctuel. Une onde s'est délocalisée dans l'espace, donc là on voit des impacts ponctuels qui signifient que les objets quantiques ne sont pas des ondes. Bref, un objet quantique, ça n'est ni une onde, ni un corpuscule. Souvent on dit c'est l'un et l'autre, non, c'est ni l'un, ni l'autre. Comment est-ce qu'on les représente ? Eh bien, dans un premier temps, on va s'amuser à jouer avec l'idée qu'ils ressemblent quand même à des ondes. L'argument, c'est que petit à petit, comme on l'a vu dans le dessin précédent, les électrons, même s'ils ont un impact ponctuel, qui semble désigner un comportement corpusculaire, petit à petit, ils reconstruisent des interférences. Leur impact successif reproduit des interférences. Donc dans cette expérience, il y a quelque chose, on ne sait pas très bien quoi, qui ressortit au registre ondulatoire. Alors, finalement, quelle est la propriété qu'ont les ondes et que n'ont pas les corpuscules ? La propriété qu'ont les ondes et que n'ont pas les corpuscules, c'est que les ondes sont capables de s'ajouter entre elles, à condition évidemment qu'elles soient du même type. Prenez par exemple des ondes qu'on peut fabriquer en agitant un bâton à la surface d'une eau calme. Donc vous agitez un bâton et ce mouvement va produire des ondes qui vont se propager à la surface de l'eau et qui sont des ondes concentriques. Elles partent du point d'agitation et puis elles constituent des cercles qui s'écartent petit à petit. Si maintenant vous prenez un deuxième bâton que vous agitez à un autre endroit de la surface de l'eau, ça va produire un deuxième système d'ondes concentriques partant d'un point différent. Si maintenant vous agitez les deux bâtons en même temps, vous allez produire deux systèmes d'ondes
Et si vous souhaitez calculer l'amplitude de la vague en un point donné de la surface de l'eau, vous allez l'obtenir en ajoutant l'amplitude de la première onde, celle qui vient du premier point, à l'amplitude de la deuxième onde qui vient du deuxième point. Donc en tout point de la surface de l'eau, l'amplitude d'oscillation va être égale à un instant donné à l'amplitude de la première onde plus l'amplitude de la deuxième onde. D'accord? Donc les ondes sont capables de s'ajouter entre elles. C'est ce qu'on appelle le principe de superposition. Deux ondes du même type sont capables de s'ajouter entre elles. C'est d'ailleurs ce phénomène qui explique les interférences qu'on a vues tout à l'heure. Alors, il faut évidemment que les ondes en question soient du même type. Deux ondes acoustiques sont capables de s'ajouter, deux ondes électromagnétiques sont capables de s'ajouter, etc. On ne peut pas ajouter une onde électromagnétique à une onde acoustique. Il faut qu'elles soient du même type. Autrement dit, la propriété qu'ont les ondes, la propriété qui les caractérise, c'est le fait qu'elles sont capables de s'ajouter entre elles. Bon. Alors, comment est-ce qu'on va utiliser cette idée? Eh bien, vous êtes d'accord que... Enfin, je ne sais pas si vous êtes d'accord, mais j'espère que vous serez d'accord avec moi si je vous dis que deux électrons, quels qu'ils soient, où qu'ils soient, dans quelque système physique auquel ils appartiennent, ont des propriétés communes. Par exemple, tous les électrons de l'univers ont la même masse. Tous les électrons de l'univers ont la même charge électrique. Et c'est d'ailleurs cette identité entre leurs propriétés principales qui les définit comme électrons. D'accord? Donc à partir du moment où je dis qu'une particule est un électron, cette seule phrase spécifie tout un registre de propriétés de la dite particule. D'accord? Et ces propriétés qui caractérisent les électrons sont donc les mêmes pour tous les électrons. Et puis il y a d'autres propriétés qui peuvent varier d'un électron à un autre électron. J'ai dit tout à l'heure, tous les électrons ont la même masse, très bien, mais est-ce qu'ils ont la même énergie? Non. Quand vous prenez par exemple les électrons dans l'atome d'hydrogène, on a vu qu'il y en a qui sont en bas du spectre, ils ont donc peu d'énergie, puis il y en a d'autres qui sont en haut du spectre, ils ont plus d'énergie. Donc tous les électrons n'ont pas la même énergie. Tous les électrons de l'univers n'ont pas la même vitesse. Tous les électrons de l'univers n'ont pas la même position. Ils n'ont pas non plus le même spin. On reviendra sur cette propriété tout à l'heure. Bref, il y a un certain nombre de... Enfin, ils n'ont pas tous la même direction pour le spin. On verra cette subtilité tout à l'heure. Autrement dit, les électrons ont en commun certaines propriétés qui les définissent comme électrons, et puis il y a d'autres propriétés qui varient d'un électron à un autre électron. L'ensemble des propriétés qui varient d'un électron à un autre électron, on dira que c'est l'état de l'électron. Donc l'état physique d'un électron peut varier d'un électron à un autre électron. Tous les électrons ne sont pas dans le même état physique. Et la question, c'est comment va-t-on représenter l'état physique d'un électron en physique quantique? En physique classique, c'était très simple. L'état, c'était la position, la vitesse, l'énergie, des nombres qui caractérisent l'état physique de l'électron. Mais si l'électron n'est ni un corpuscule, ni une onde, comment est-ce qu'on va caractériser son état? La caractérisation de l'électron en physique classique, si on considère que c'est une petite bille, on le caractérise par des nombres réels, l'un pour désigner la vitesse, l'autre pour désigner la position, le troisième pour l'énergie, et on en fait une sorte de corpuscule. On vient de voir que l'électron n'était pas un corpuscule. Donc cette façon de procéder ne fonctionne plus. Et là où les pères fondateurs de la physique quantique ont été vraiment géniaux, c'est-à-dire je ne sais même pas comment ils ont fait, c'est de dire que dans un premier temps, on va généraliser le principe de superposition de la mécanique ondulatoire. Ça consiste à dire que quel que soit le système physique que je considère,
qu'il soit quantique ou classique, peu importe. N'importe. C'est quoi ce bruit-là? Il y a un oiseau dans la salle ou c'est juste un téléphone? Bon, peu importe. Quel que soit le système physique qui m'intéresse, je décide de représenter ces différents états physiques possibles par des entités mathématiques capables de s'ajouter entre elles. Autrement dit, je fais comme si, dans un premier temps, mes particules avaient un comportement ondulatoire, puisque je leur applique le principe de superposition qui est caractéristique des ondes. Je sais que ce ne sont pas des ondes, mais je fais comme si c'était des ondes. Donc voilà, ce que je dis, c'est les différents états physiques d'un système. Alors je vais prendre un électron pour qu'on ait un exemple en tête. Donc je prends un électron, il a plusieurs états physiques possibles. Je décide de représenter ces différents états physiques par des entités mathématiques. Alors je vais les noter A, B, C, etc. Donc il y a plusieurs états possibles. Il y a un premier état qui est A, un deuxième état qui est B, un troisième état qui est C. Par exemple, A, c'est l'électron dans l'état de basse énergie dans l'atome d'hydrogène. B, c'est un état d'énergie intermédiaire. C, c'est l'état de plus haute énergie. Bon, voilà, par exemple, 3 façons de représenter ces états. Et la seule chose que j'impose à ces entités mathématiques, c'est la chose suivante. Si A et B sont 2 états possibles du système, A plus B est aussi un état possible du système. C'est le principe de superposition. Ça veut dire, pour reprendre l'exemple de l'atome d'hydrogène, si l'électron peut être dans l'état de plus basse énergie, et puis s'il peut être aussi dans l'état de plus haute énergie, eh bien il peut être aussi dans un état qui est la somme de l'état de plus basse énergie et de l'état de plus haute énergie. Est-ce que ça veut dire qu'il a une énergie moyenne, comprise entre A et B? J'en sais rien. D'accord? Mais simplement, j'ai généralisé le principe de superposition. Et puis il y a une deuxième condition, c'est que si A est un état possible du système, A multiplié par une constante quelconque, un nombre complexe quelconque, est aussi un état possible du système. Ça, c'est une façon de traduire le fait que si j'ai un système d'onde, par exemple à la surface de l'eau, ben, l'amplitude de cette onde peut être multipliée par 2, par 3, sans problème. D'accord? Alors, peut-être qu'il y en a parmi vous qui ont fait un peu de mathématiques au lycée. Et en fait, ces 2 contraintes-là définissent en mathématiques ce qu'on appelle un espace vectoriel. C'est-à-dire un espace vectoriel, c'est un espace, un ensemble si vous préférez, dans lequel la somme de 2 éléments est un élément de l'espace, et puis quand vous prenez un élément et que vous le multipliez par un nombre, ça fait encore un élément. Donc, quand vous prenez avec un élément et que vous le multipliez par un nombre, ça fait quelque chose qui est encore dans l'espace vectoriel en question. Et quand vous ajoutez 2 vecteurs, ça fait encore un vecteur. D'accord? Donc ça c'est un truc absolument fondamental. Le fait d'avoir décidé de représenter les états des systèmes physiques par des entités capables de s'ajouter entre elles signifie ou impose que les états des systèmes physiques vont désormais être représentés par des vecteurs, c'est-à-dire par des éléments d'un espace vectoriel. D'accord? Et on va d'ailleurs les appeler des vecteurs d'état. Vecteurs parce qu'ils font partie d'un espace vectoriel, d'état parce qu'ils servent à caractériser l'état physique des systèmes. D'accord? Donc si je reviens à l'exemple de mon électron, un électron dans l'atome d'hydrogène, ou plutôt l'électron de l'atome d'hydrogène, aura un état physique représenté par un vecteur d'état. D'accord? Ça c'est quelque chose d'assez fascinant. Moi il m'a fallu personnellement beaucoup de temps pour comprendre que le principe de superposition, c'était le principe fondamental de la physique quantique. C'est vraiment le truc fondamental. C'est là qu'est la révolution. Et il m'a fallu peut-être 10 ans pour le comprendre.
En réalité, je suis un esprit lent parce que j'ai lu il n'y a pas très longtemps le livre que Paul Dirac a écrit en 1928, qui s'appelle, je crois qu'il s'appelle Les principes de la mécanique quantique, je crois. Je ne suis plus très sûr du titre, mais enfin peu importe. Et vous verrez, page 3 de ce livre, écrit en 1928, Paul Dirac écrit « La raison pour laquelle la physique quantique ne pourra plus jamais être ramenée à la physique classique est le principe de superposition. » Donc ce qui m'a fallu 10 ans pour comprendre à la fin du XXe siècle, lui, il l'avait compris en 1928, alors que la mécanique quantique était à peine formulée. Donc ça vous dit, ça vous montre par comparaison ce qu'on appelle un génie. Alors, là où c'est plutôt un non-génie. Bon. Je fais une petite parenthèse là. Vous voyez que là, mine de rien, on vient de décider que les états physiques des systèmes allaient être représentés dans un espace mathématique abstrait. Techniquement, on appelle ça un espace de Hilbert. Donc les vecteurs d'état où les états physiques des systèmes seront représentés par des vecteurs d'état d'un espace de Hilbert. Un espace abstrait qui peut avoir un nombre infini de dimensions, qui n'a rien à voir avec l'espace physique dans lequel nous faisons des expériences. Et donc, sans s'en rendre compte, on est en train de représenter les systèmes physiques d'une façon qui s'émancipe complètement de l'espace physique habituel. Et on est en train de créer les conditions où va se poser la question de l'interprétation de la physique quantique. Parce que finalement, nous allons faire des calculs très compliqués dans des espaces abstraits, et il va falloir établir une relation entre les résultats de ces calculs, qui sont dans des espaces mathématiques abstraits, et les résultats des expériences physiques, qui sont dans l'espace physique à 3 dimensions habituelles. Comment est-ce qu'on va relier les deux? Nous nous sommes émancipés de l'espace physique, mais un jour il faudra y revenir puisqu'il faudra interpréter les expériences. Hein? Et vous voyez que on est en train de créer une sorte d'abîme entre le réel empirique, et sa représentation. On ouvre une brèche dans laquelle vont venir s'engouffrer toutes les questions qui traitent de la question, pas du problème, du lien entre le monde et sa représentation. Bon, alors, ces vecteurs d'état, pendant très longtemps, on les a appelés des fonctions d'onde. La notion de vecteur d'état est une généralisation de la notion de fonction d'onde. Ce sont des nombres complexes, donc des nombres non réels. Alors là, j'avais préparé un transparent pour expliquer pourquoi ça ne peut pas être des nombres réels. Bon, mais vous voyez les petites équations. Je ne vais pas m'y attarder. Simplement, juste vous dire que la raison pour laquelle les fonctions d'onde ne peuvent pas être complexes est liée, ne peuvent pas être réelles, pardon, et elles sont nécessairement complexes, est liée au principe de relativité. Pas de la relativité d'Einstein, la vieille relativité, celle de Galilée. C'est-à-dire que la longueur de quelque chose n'est pas dépendante de la vitesse de l'observateur. Et c'est cette contrainte-là de relativité qui impose que les fonctions d'onde soient complexes et non pas réelles. Pour ceux d'entre vous que ça intéresse, le calcul sera sur le site web, puisque j'ai donné mes transparents. D'accord ? Et ce qui est très intéressant, c'est de voir que le principe de superposition, à lui seul, permet de déterminer la forme de l'équation qui va piloter l'évolution dans le temps du vecteur d'état. Alors historiquement, c'est pas comme ça que ça s'est passé. Je vous ai raconté brièvement la dernière fois que Schrödinger a trouvé l'équation de Schrödinger à l'issue d'un épisode érotique fulgurant et tardif. Il était avec l'une de ses maîtresses, ça a duré 15 jours, et quand il est rentré, il avait l'équation de Schrödinger. Il n'a jamais vraiment expliqué quels sont les raisonnements par lesquels il a dû passer pour arriver à ce résultat magnifique. On sait simplement qu'il avait lu la thèse de de Broglie. De Broglie disait qu'à toute particule, on peut associer une onde. Et Schrödinger s'est posé la question de savoir quelle était
l'équation d'évolution des ondes associées aux électrons dans l'atome d'hydrogène. Moi, c'est en réfléchissant sur cette question qu'il est arrivé à l'équation de Schrödinger. Mais en fait, on peut retrouver l'équation de Schrödinger par d'autres moyens, plus logiques si vous voulez, qui ne font pas appel au genre d'expérience existentielle vécue par Schrödinger, en utilisant simplement le principe de superposition que je viens d'évoquer. D'accord ? Le principe de superposition, ça veut dire que les mathématiques qu'on va utiliser en physique quantique, grosso modo, c'est ce qu'on appelle l'analyse linéaire. Bon, je ne rentre pas dans les détails, mais il y a un travail qui a été fait par un physicien américain qui s'appelle Feynman, qui a eu le prix Nobel en 1965, qui a montré une chose vraiment incroyable. Il a montré que si on postule l'homogénéité de l'espace, c'est-à-dire vous postulez que tous les endroits de l'espace sont équivalents pour les lois physiques. Vous postulez aussi l'isotropie de l'espace, c'est-à-dire toutes les directions dans l'espace sont équivalentes. Il n'y a pas de direction particulière, privilégiée, dans laquelle les lois physiques seraient différentes de ce qu'elles sont dans les autres directions. Et si vous postulez aussi le caractère homogène du temps, caractère homogène du temps, ça veut dire que tous les instants du temps, pour ce qui est des lois physiques, sont équivalents. Les lois physiques ne changent pas au cours du temps. Tous les instants du temps sont les mêmes pour les lois physiques. Ce qui change, ce sont les conditions physiques, c'est pour ça qu'il y a une histoire. Mais les instants du temps sont tous équivalents pour ce qui est des lois physiques. Là, vous mettez ces trois conditions, vous y ajoutez le principe de superposition, eh bien ça vous montre, ça vous mène tout droit à l'équation de Schrödinger. Donc elle a une structure logique, si vous voulez. Homogénéité de l'espace, homogénéité de isotropie de l'espace, homogénéité du temps et principe de superposition, ça vous amène à l'équation de Schrödinger. C'est-à-dire, mon psi, c'est ABC, c'est-à-dire c'est le vecteur d'état d'un système, il dépend de la position et du temps. D'accord ? Ce vecteur d'état, il évolue au cours du temps, donc là il y a une dérivée par rapport au temps, d'une façon qui est pilotée par cette équation. Là c'est le terme d'énergie cinétique, là c'est le terme d'énergie potentielle. Je ne vais pas entrer dans les détails, c'est juste pour vous la montrer une fois. D'accord ? Ça c'est ce qu'on appelle l'équation de Schrödinger, énoncée donc à la fin de 1925. D'accord ? Elle permet de faire beaucoup de choses. Par exemple, elle permet de calculer le spectre de l'atome d'hydrogène. C'est-à-dire, vous rentrez dans le terme de potentiel, le potentiel que subit un électron dans un atome d'hydrogène, et en faisant des calculs, vous aboutissez à l'ensemble de toutes les valeurs de l'énergie qu'un électron peut prendre dans l'atome d'hydrogène. Vous avez vu aussi des énergies qui sont réparties sur des... Je vous avais montré, je vais revenir peut-être rapidement sur le spectre. Je ne sais pas comment faire pour aller plus vite. Voilà. Voilà le spectre de l'atome d'hydrogène. Donc, voilà les niveaux d'énergie possibles pour l'électron. Donc, l'équation de Schrödinger vous permet de calculer la valeur de ce niveau, la valeur de ce niveau, la valeur de ce niveau, etc. L'ensemble de toutes les valeurs possibles. Et elle vous dit que quand l'électron passe de ce niveau, par exemple, à celui-ci, elle émet un photon de fréquence nue donné par cette relation. Donc, le photon a une énergie qui emporte la différence d'énergie entre le niveau de départ et le niveau d'arrivée. D'accord ? Et l'équation de Schrödinger permet de calculer précisément toutes ces valeurs possibles qu'un électron peut avoir dans l'hydrogène. Alors je reviens maintenant. Donc, si vous voulez, il y a un succès expérimental. Vous avez une équation, et puis expérimentalement, vous êtes capable de mesurer toutes les fréquences émises ou absorbées par l'atome d'hydrogène, et vous voyez que le calcul est conforme aux expériences. Bon. Un deuxième truc, c'est ce qu'on appelle l'oscillateur harmonique. On peut résoudre l'équation de Schrödinger pour l'oscillateur harmonique, c'est un gros ressort, et on montre que les énergies possibles pour un oscillateur harmonique ne sont pas quelconques, elles sont quantifiées, un peu comme... sont quantifiées d'une autre façon, mais elles sont quantifiées quand même, et le calcul a été fait. On peut aussi déduire du principe de l'équation de Schrödinger le principe d'indétermination de Heisenberg, qu'on appelle aussi le principe d'incertitude. Alors là, j'ai mis entre parenthèses Garo Vulgate, parce que on trouve beaucoup trop de livres qui disent
que le principe d'incertitude de Heisenberg signifie qu'on ne peut pas connaître simultanément la position et la vitesse d'une particule. Vous avez déjà entendu ça? D'accord? J'ai même lu un livre de culture générale pour les élèves qui préparent le concours d'entrée à l'ENA, et pour qu'ils puissent briller dans les dîners mondains, on leur explique le principe d'incertitude de Heisenberg. Et il est défini comme je viens de vous le dire. On ne peut pas déterminer ou connaître simultanément, avec une grande précision,